Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 14e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune. Ce nouvel épisode se déroule sous l'influence de la super pleine lune en Sagittaire ce mardi 14 juin 2022 à 13h51. La pleine lune de juin est aussi appelée lune des fraises, car elle arrive au plus fort de la saison de la cueillette des fraises. Dans les anciennes cultures européennes, la pleine lune de juin était aussi connue sous le nom de lune de miel, pour parler du miel des abeilles, bien sûr, pas celle du mariage, mais aussi lune chaude, lune de foin, lune moyenne, lune rose ou encore lune des amoureux. Cette lune est placée sous le signe du Sagittaire, un signe feu qui est d'un naturel optimiste et aime étudier la vérité existant dans l'univers. Le Sagittaire est un signe mobile, caractérisé par un désir de nouveauté et d'ingéniosité, ainsi qu'une flexibilité au changement. C'est le moment de plonger en soi pour un voyage intérieur. Autrement dit, nous sommes complètement portés par l'univers pour aborder le sujet de cet épisode. Alors que le soleil est en Gémeaux et la lune en Sagittaire, nous pouvons nous retrouver tiraillés entre la pensée logique et l'aisance dans l'environnement habituel, qui est plutôt lié aux Gémeaux, versus la pensée intuitive et l'aisance dans l'aventure, qui est plutôt du côté du Sagittaire. Aussi, comme toujours, je vous invite non pas à subir ce qui, d'apparence, peut paraître opposé, mais plutôt à vous appuyer sur cette opportunité. Toutes les contradictions nous mettent dans une posture inconfortable, et ce afin d'éveiller notre conscience, de nous permettre de grandir et d'avancer vers l'éveil. Pour rappel, la pleine lune correspond à la moitié du cycle lunaire. Pour schématiser, elle est comme le sommet d'une montagne. Et sur ce sommet, les énergies sont puissantes et abondantes. Ce sont des énergies qui nous motivent et nous conduisent à notre pleine force et détermination plus qu'à tout autre moment du mois. C'est le moment pour faire le bilan des 15 jours passés depuis la dernière lune noire. Pour reprendre l'image du sommet de la montagne, on vient faire le point sur notre ascension. Est-ce que notre rythme était correct ? Est-ce qu'on s'est écouté ? Avons-nous eu des soucis sur notre chemin ? Ces soucis étaient-ils de notre fait ? Etc. Pour bien vivre la pleine lune, le mieux est de conscientiser le fait que c'est toujours une période intense sur Terre. Les grandes marées, à ce moment-là, en sont un très bon exemple. Et ainsi, je vous invite à être attentive à vos émotions. Pour cela, l'écoute incorporée est un excellent outil. Je vous en parle souvent, notamment dans l'épisode numéro 13 où je vous ai fait expérimenter une guidance. Pour cette pleine lune des fraises, l'idée est de trouver son équilibre entre la raison et l'intuition, le ici et le ailleurs. Ailleurs qui, j'insiste, peut être à l'intérieur de soi, un endroit jamais visité ou jamais écouté jusque-là. Et justement, c'est là que j'ai envie de vous emmener. Dans cet ailleurs intérieur, peut-être jamais connecté ou peut-être endormi. Cet ailleurs intérieur, c'est votre capacité innée à l'auto-guérison. Bienvenue dans l'épisode numéro 14 du podcast Je peux pas, j'ai lune, retrouver son pouvoir inné d'auto-guérison. Je suis très heureuse de vous accueillir ici autour de ce sujet qui me passionne depuis plus de 20 ans. Et ayant moi-même fait l'expérience d'une auto-guérison, pourtant non possible selon certains médecins, je me réjouis d'autant plus de partager avec vous mon expérience. Pour commencer, prenons le temps de définir ce qu'est le système d'auto-guérison. Il est vrai que dans notre conception mentale, la définition d'un système qui physiquement n'est pas localisable dans notre corps peut s'avérer complexe. Contrairement au système digestif, par exemple, qui se conçoit facilement,
même si nous ne sommes pas issus de formation en anatomie, car il est localisable dans le corps et il a des organes physiques et palpables. Le système d'auto-guérison, lui, est un ensemble de structures à la fois physiques et énergétiques, donc à la fois visibles et invisibles. Et c'est cette dernière qui cause souvent souci dans nos esprits d'occidentaux non ouverts à la dimension invisible. Notre culture a tendance à dire « je ne crois que ce que je vois ». Ici, je ne vous demande pas de croire à l'impossible ou l'invisible, mais plutôt d'élargir votre conscience comme les 3/4 de la population sur cette terre qui, elle, conçoit l'invisible comme étant réel. Oui, les 3/4 de la population mondiale. Autant vous dire que nous passons quand même pour une bande minoritaire d'ignards. Ce qui est invisible n'est pas irréel. Ce qui est invisible l'est seulement à cause d'une histoire de masse. Pour bien comprendre, allons du côté de la physique. Ce qui caractérise la matière, c'est en fait un regroupement de particules qui, agglomérées entre elles, vont constituer une forme avec une masse, comme notre corps physique par exemple. Mais la dimension physique n'est pas la seule dimension existante. Le corps physique fonctionne avec d'autres dimensions, que sont les dimensions énergétiques. Les dimensions énergétiques peuvent se découper en plusieurs catégories, mais pour éviter de trop s'éloigner du sujet, j'ai choisi de vous parler de ce qui est le plus connu dans la dimension énergétique. Vous connaissez comme moi les émotions, les phéromones et les influx nerveux. Ceux-ci sont toutes et tous des énergies, car non palpables physiquement. On ne voit pas une émotion, une hormone ou un influx nerveux comme on voit une larme par exemple. Donc, comprenez bien ici que le système énergétique de la vie n'est pas un système inconnu dans nos vies. Il y a simplement quelques termes à redéfinir et quelques croyances à faire tomber. L'énergie n'est pas une mode invisible à laquelle on s'accroche quand on a tout essayé. L'énergie fait bien partie de nos vies. L'énergie est la face immergée de notre corps physique. Comme le jour et la nuit, l'hiver et l'été, nous avons 2 dimensions en nous pour vivre. Nous sommes à la fois matière et énergie. Ainsi, cet élément posé, voyons ce qui caractérise le système d'auto-guérison. Le système d'auto-guérison est comparable au système immunitaire, bien évidemment, même s'il n'est pas que cela. Et ce système immunitaire est constitué lui-même de différents systèmes. Je vais vous présenter ici 9 systèmes et organes. Tout d'abord, le système lymphatique avec les ganglions et les globules blancs, connus sous le nom de lymphocytes. Vous connaissez bien les ganglions de la gorge qui gonflent par exemple en cas d'angine, les ganglions axillaires sous les aisselles et ceux présents dans les glandes mammaires également. Ensuite, le thymus, un organe en forme de papillon, mais qui est trop peu connu et qui a pourtant une grande importance dans le système d'auto-guérison puisque c'est lui qui sélectionne les lymphocytes T. Le thymus est situé juste derrière le sternum, entre nos 2 poumons, dans la partie haute des poumons et jusqu'à la base de la gorge. La moelle osseuse, et plus exactement la moelle osseuse rouge, surtout abondante chez le nouveau-né. Elle a un rôle essentiel dans la constitution de nos défenses, puisqu'elle fabrique tous les globules blancs et les lymphocytes B, qui s'y développent jusqu'à leur maturation. La rate, qui est un organe trop peu connu et trop peu considéré par la pensée allopathique. Elle est pourtant le plus gros organe du système lymphatique. Et c'est justement pour cela qu'elle mérite qu'on s'arrête un peu sur ses fonctions. La rate a 2 grands rôles dans le corps humain. Des fonctions hématologiques, c'est-à-dire plus liées au sang, et des fonctions immunitaires. La rate détruit les cellules étrangères dangereuses comme les bactéries, les virus et autres antigènes. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Elle produit également différents anticorps, dont les plus gros anticorps de l'organisme, qui constituent la première ligne droite de défense de notre système immunitaire. Alors, la prochaine fois que vous vous mettrez la rate au courbouillon, pensez à votre système immunitaire, qui est donc votre système d'autodéfense, et qui va s'affaiblir en cas de souci. Nous développerons ce point un peu plus loin quand je vous parlerai du système nerveux juste après. La sphère ORL est également en première ligne de défense. Elle est remplie de glandes lymphatiques, les amygdales, les ganglions, les végétations. Les muqueuses du nez et des bronches filtrent également et piègent les gros microbes entrants. Le système digestif fait aussi sa part dans la protection de l'organisme, notamment grâce au microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent le tube digestif humain. Sachez que nous hébergeons 10 fois plus de bactéries dans nos intestins
que nous possédons de cellules dans l'organisme. Rendez-vous compte, c'est énorme. Sachez aussi que 20% des globules blancs résident dans notre intestin seul. L'appendice, cette petite excroissance sur le gros intestin, n'est pas si inutile que ça, puisqu'elle stocke en effet les bonnes bactéries. D'ailleurs, entre nous, croyez-vous vraiment que notre corps humain s'embêterait avec des organes inutiles comme la rate ou l'appendice, qui sont inutiles au fonctionnement? Moi, je ne pense pas. Et c'est là la limite de notre médecine allopathique qui considère ces organes comme inutiles. Quel dommage! Le foie. Oui, le foie. Le foie qui assure 500 fonctions telles que la détoxification, le stockage de certaines vitamines, la synthèse des protéines, etc., est aussi un organe à part entière du système immunitaire. Pourtant, ce n'est pas comme cela que l'on connaît le foie, mais son rôle est crucial dans l'immunité. Il contient en effet majoritairement des cellules de l'immunité naturelle qui permettent d'assurer les premières défenses vis-à-vis des molécules du tube digestif. Et pour terminer, le système urinogénital, qui est un grand filtre des liquides du corps et qui permet de détoxifier le corps de ses propres déchets. Finalement, c'est un peu comme le côlon. Et ces deux organes, système urinogénital et côlon, sont comme des organes portes entre l'intérieur et l'extérieur. Finalement, ils assurent, entre autres, la propreté interne de notre corps. Le système immunitaire est donc un système de surveillance et de défense qui fonctionne en permanence pour protéger notre organisme d'abord des agressions extérieures. Mais vous l'aurez compris, certains organes agissent aussi en prévention en assurant quotidiennement une hygiène interne pour éviter l'auto-intoxication. Mais réduire l'auto-guérison au seul système immunitaire, c'est avoir une vision biaisée de ce pouvoir personnel que nous possédons tous et toutes. Mais alors, qu'est-ce qu'a de plus l'auto-guérison ? Quand vous faites des recherches sur le web ou que vous utilisez des médecines dites douces, vous entendez les termes de régénération ou de régulation. Ainsi, l'auto-guérison peut être définie comme un processus d'auto-régénération et d'auto-régulation. Autrement dit, sans que nous fassions quoi que ce soit, l'organisme possède en lui une compétence qui lui permet de se réajuster continuellement. L'auto-guérison est un processus de récupération. Je vous ai évoqué juste au-dessus l'un de nos systèmes dont sa fonction est d'abord de nous protéger des agressions extérieures, le système immunitaire. Mais il faut savoir que tout organisme qui fonctionne génère des déchets. Déchets issus de son activité habituelle. Afin de ne pas s'auto-intoxiquer, notre corps a en lui une forme d'intelligence nommée l'homéostasie. Claude Bernard, médecin et physiologiste français, définit pour la première fois en 1866 l'homéostasie comme la capacité que peut avoir un système quelconque à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont extérieures. Le terme d'homéostasie provient du grec homoios, qui veut dire similaire, et stasis, stabilité, action de se tenir debout. Autrement, l'homéostasie, c'est la capacité de notre organisme à se maintenir en stabilité, à rester debout. Cette notion est très utilisée en biologie pour décrire l'état d'équilibre des organismes, mais également dans d'autres domaines comme la psychologie, la sociologie, la politique, les automatismes et plus généralement les sciences des systèmes ou les écosystèmes. Cette notion de maintien de l'équilibre de son milieu intérieur, quelles que soient les contraintes externes, me tient très à cœur. Alors que juste avant je vous décrivais toute la richesse du système immunitaire qui a pour fonction principale de se défendre face à des agressions extérieures, l'homéostasie est ce savoir-faire qui ne dépend pas des conditions externes à soi. L'homéostasie est ce pouvoir inné à maintenir la vie équilibrée au-dedans, quelle que soit la réalité extérieure. C'est fort, extrêmement fort. Il y a fort à parier que notre monde, plutôt hostile et agressif depuis plusieurs millénaires, a préféré focuser sur le système d'armée interne, donc le système immunitaire, en pensant que c'était l'unique façon de rester en santé. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour que l'homéostasie soit décrite pour la première fois. Mais il n'est pas trop tard pour réaliser et conscientiser que nos savoirs sont en perpétuelle évolution. Et c'est tant mieux. Maintenant, à nous, à vous,
d'intégrer cette autre merveille de notre organisme qu'est l'autorégulation, l'autorégénération, à savoir l'homéostasie. Car en effet, le véritable pouvoir d'auto-guérison trouve sa source en elle. À l'échelle d'un organisme vivant, l'homéostasie est la régulation naturelle de l'organisme pour maintenir constants les paramètres biologiques du corps. L'homéostasie est réglée de façon très complexe par le système nerveux autonome, ou autrement dit le système végétatif, et les glandes endocrines, c'est-à-dire les hormones, ainsi que par d'autres paramètres, tels que le rythme cardiaque, la respiration, la miction, la sudation, la digestion, la température corporelle, la composition du sang, de la lymphe et du liquide céphalorachidien. Ces paramètres sont eux-mêmes sensibles aux facteurs psychologiques. Par exemple, la faim et la soif nous font manger et boire et favorisent ainsi les apports pour combler les manques et réguler le poids corporel. Pour bien comprendre dans la matière comment agit l'homéostasie, il faut savoir qu'elle comporte forcément 3 composants interdépendants, à savoir un récepteur, un centre de contrôle et un effecteur. D'abord, le récepteur. Il est celui qui reçoit l'information. Il détecte, surveille et répond aux changements de l'environnement, qu'ils soient externes ou internes, comme par exemple les récepteurs thermiques ou les récepteurs sensoriels, le toucher si vous voulez. Ensuite, le centre de contrôle, ou plutôt les centres de contrôle, car nous en avons 2, le centre respiratoire et, attention, je vais dire un mot très compliqué, le système rénine-angiotensine. Bon, pour faire simple, le système hormonal qui régule la pression artérielle et l'équilibre hydrique, l'eau dans le corps. Et enfin, un effecteur qui est la cible sur laquelle on agit pour ramener le changement à l'état normal. Au niveau cellulaire, les effecteurs agissent dans des mécanismes de rétroaction négative. Un exemple concret est le contrôle à la baisse ou à la hausse des acides biliaires dans le foie. Vous comprenez bien à présent que l'état de santé d'un individu dépend de son pouvoir homéostatique. Et si un organisme ne parvient plus à se réguler lui-même, il y a apparition de maladies. En résumé, l'homéostasie maintient la vie dans un bon état de vie et de vibration. L'homéostasie, c'est la vie. Comme je vous le disais plus haut, le système nerveux autonome ainsi que le système endocrinien jouent un rôle incontournable dans le maintien de l'homéostasie. Ce sont les seuls systèmes capables de détecter et de corriger les anomalies internes du corps. Mais alors, que savons-nous de ces 2 systèmes ? Le système nerveux autonome est la partie du système nerveux responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire. Il est indépendant et agit donc sans que nous fassions quoi que ce soit. Il possède en effet son propre mécanisme de gestion pour réguler le fonctionnement automatique des différents organes. Ainsi, la pression artérielle, la circulation du sang, l'excrétion et la sécrétion se font sans que nous ayons à réfléchir. Imaginons sinon à quoi ressembleraient nos journées si nous devions réfléchir à notre pression artérielle, à la circulation du sang, etc. Le système nerveux autonome, ou SNA, est localisé à la fois dans le cerveau, c'est ce qu'on appelle le système nerveux central, et à la fois dans le tronc cérébral et dans la moelle épinière. C'est ce qu'on appelle le système nerveux périphérique. Le système nerveux autonome, donc dans sa globalité, est lui-même composé de 2 systèmes antagonistes, à savoir le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors, pour l'histoire du sympathique, rien à voir avec le fait d'être cool et agréable. Ici, il est question en fait d'un système qui va activer et d'un autre qui va ralentir. Et avec quels organes sont reliés le système nerveux autonome ? Eh bien, comme par hasard, la plupart des organes qui travaillent pour l'immunité, à savoir la plupart des organes que nous venons de voir juste au-dessus. Pour rappel, il y avait les organes digestifs, et donc le système nerveux est relié à l'estomac, intestin, foie, glandes salivaires et autres glandes digestives. Les organes urogénitaux, que sont les reins, la vessie et les organes sexuels. Mais également les poumons, les glandes sudoripares, le système cardiaque et les pupilles. Maintenant,
Comment tout cela fonctionne et quel rapport avec l'auto-guérison? Quand le système nerveux autonome reçoit des informations provenant de l'environnement externe et ou du milieu interne de l'individu, il fournit une réponse. Deux types de réponses sont alors possibles, soit par stimulation du processus physiologique, soit par inhibition. Les deux réponses ne peuvent pas apparaître simultanément puisque les systèmes sympathiques et parasympathiques sont antagonistes. C'est-à-dire que quand l'un agit, l'autre dort et vice-versa. Tout d'abord, le système nerveux sympathique, celui qui correspond à la stimulation. Pour tenter de retenir, dites-vous que ça commence par la même lettre, sympathique, stimulation. Le sympathique alerte l'organisme en le préparant à une réaction physique et intellectuelle active. C'est dans ce cas que les neurotransmetteurs, appelés adrénaline et noradrénaline, travaillent en accélérant le rythme cardiaque et l'activité respiratoire, en dilatant les bronches ainsi que les pupilles et en augmentant la sudation. Quant à lui, le système nerveux parasympathique, aussi appelé système vagal, est celui qui répond par inhibition, c'est-à-dire qu'il ralentit le fonctionnement de certains organes, comme le cœur, et stimule en revanche le système digestif, histoire d'assurer des nutriments pour les muscles par exemple, et pour pouvoir courir. Après le système nerveux, et notamment le système nerveux autonome, parlons à présent du système endocrinien. Le système endocrinien est surtout connu pour son rôle dans la sexualité, le cycle ovarien et la maternité. Mais contrairement aux idées reçues, il joue un rôle fondamental dans la protection de la santé, et ce, quel que soit l'âge de l'individu. Le système endocrinien correspond aux hormones et aux glandes qui les sécrètent. Le corps humain contient environ 100 hormones et substances qui constituent le fond hormonal. Les plus connus sont l'œstrogène, la progestérone, la prolactine, la testostérone, l'oxytocine, les endorphines, l'hormone thyroïdienne, la sérotonine, la mélatonine, l'insuline, le cortisol et l'adrénaline. La quantité d'hormones chez chaque personne est différente. Le nombre dépend du sexe, de l'âge et de l'état de santé. En moyenne, 50 hormones sont synthétisées chez chaque personne. J'explique souvent que les hormones sont des messagers chimiques qui font le lien entre la matière, un organe par exemple, et l'énergie, une émotion par exemple. Elles sont sécrétées par les glandes endocrines directement dans le sang et ont un effet complexe et multiforme sur l'organisme entier ou sur ses différentes parties, tissus et organes. Et vous allez voir que l'on retrouve quasiment les mêmes glandes qui agissent dans le système immunitaire et endocrinien, à savoir la thyroïde, le thymus, la rate, les surrénales, les ganglions lymphatiques. Et pour le système endocrinien, on peut rajouter l'hypophyse et la glande pinéale, et l'hypothalamus et le thalamus. Dans la liste des hormones que je viens de vous citer, vous avez sûrement repéré, parmi les plus connues, qu'elles ont un lien direct avec le système nerveux autonome. C'est le cas notamment du couple antagoniste ocytocine-endorphine versus adrénaline et encore sérotonine versus cortisol. Aussi, voyez où se situe notre pouvoir d'auto-guérison, dans le binôme système nerveux autonome, système endocrinien. Plus nous serons calmes, apaisés, détendus, plus les hormones de la réactivité, du combat ou de la fuite seront sécrétées faiblement dans le corps et plus nous aurons un flux conséquent des hormones de l'amour qu'est l'oxytocine, des antidouleurs naturelles que sont les endorphines et plus notre humeur sera radieuse grâce à la sérotonine. Sachez que le système endocrinien et les hormones recèlent encore de beaucoup de secrets tant il est complexe et subtil. Mais notre science n'a pas encore tout découvert. Cependant, nous avons la possibilité d'agir grâce à deux éléments dont nous sommes tous et toutes dotés. Alors, comment agir sur nos systèmes internes que sont le système nerveux et le système endocrinien ? Le premier grand élément qui nous permet d'agir sur ces systèmes est la conscience. Avoir conscience du fonctionnement de notre corps dans sa globalité, réaliser que tous nos systèmes sont interdépendants, que les uns agissent sur les autres et que finalement notre plus beau pouvoir qu'est l'auto-guérison est au plein de son potentiel quand nous sommes dans un esprit sain et un corps sain. Mais concrètement,
comment faire sans entrer dans un discours moralisateur de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tout d'abord, il me semble que c'est à chaque individu de se connecter à sa conscience et d'observer en soi quels sont les espaces d'ouverture. Par espace d'ouverture, j'entends ce que nous sommes prêts à entendre et comprendre sans conflit avec l'ego. La conscience intervient quand des voiles se lèvent en soi. Et c'est à ce moment-là que tout devient limpide et fluide. Il n'y a plus de point d'accroche ou de conflit interne. Je suis sûre que vous avez déjà vécu cela. Ces moments sont comme libérateurs et ils apparaissent tout au long de la vie. La conscience est similaire à la liberté dans le sens où les illusions tombent. Le premier pas vers la conscience est la connaissance. Et c'est en ce sens que je m'applique à vous offrir un podcast de qualité avec du contenu et des sujets qui concernent directement la vie qui circule en nous et autour de nous. Cependant, quand on parle de connaissance, on peut vite s'engouffrer dans le mental et le rationnel, et même avoir tendance à tout vouloir expliquer et scientifiser. D'autant pour nous qui sommes des occidentaux et où toutes les intelligences symboliques et intuitives sont reléguées à de la supercherie. Il est grand temps de se réveiller du contrôle mental et de réaliser que l'être humain est un être multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il est à la fois un corps, donc physique, une conscience, un système énergétique et une âme. Reconnecter avec son potentiel interne d'auto-guérison, c'est savoir ce qu'il nous arrive, savoir comment le corps humain fonctionne, donc dans les grandes lignes, et savoir comment agit telle ou telle maladie ou symptôme dont vous ou votre entourage est atteint. Ne vous référez jamais uniquement à une seule voie ou à un seul professionnel de santé ou du bien-être. Prenez les informations, posez des questions, écrivez les réponses et recroisez les données entre elles. Faites aussi confiance à votre intuition, votre petite voix intérieure. Je sais que vous l'entendez, que parfois elle est là, elle vous parle, mais vous ne l'écoutez pas toujours. Alors, osez lui donner un peu plus de place. Faites-lui confiance. Votre petite voix vient de votre âme. Écoutez-la. Elle est très très utile dans les processus d'auto-guérison. Après les connaissances, il y a la conscience de la globalité. Je l'ai déjà dit, mais je sais qu'il est nécessaire de se répéter pour que les choses soient intégrées. La santé et les traitements faits doivent être holistiques, autrement dit globaux. On ne peut s'occuper d'un seul système ou d'un seul symptôme sans prendre en compte la globalité de l'être. Voyez bien qu'avec simplement le sujet de l'auto-guérison, nous abordons le système immunitaire, qui englobe lui-même d'autres systèmes, eux-mêmes reliés au système endocrinien et nerveux, et que nous abordons l'importance de la conscience, de l'intuition, et que je vais même aller jusqu'à vous parler du système énergétique et de la spiritualité. Sachez que le fait de fractionner les choses, les systèmes, les actions, favorise une perte de sens, ce qui signifie qu'on ne sait plus trop pourquoi on fait les choses. Donc, ça favorise une perte d'autonomie et c'est la porte ouverte à toute forme de manipulation, d'emprise, de contrôle et de fuite énergétique. Vous êtes-vous déjà posé la question de pourquoi vous étiez toujours malade ou fatigué? Où va votre énergie? Êtes-vous dispersé? Ou au contraire, est-ce que votre conscience de vous-même est globale? Je vais vous donner un exemple d'une situation que j'ai vécue la semaine dernière avec l'une de mes clientes que j'accompagne en coaching à la création d'entreprise. Nous avons évoqué ensemble la santé de sa fille, qui était à ce moment-là atteinte d'une otite. Je lui ai posé quelques questions comme « L'otite est-elle virale ou bactérienne ? Quel traitement a été prescrit ?» Et à la première question, ma cliente n'a pas su me répondre, car le médecin ne lui a pas dit. Et la question n'a pas été posée. Par rapport à la deuxième question, elle me donne le nom des gouttes qui lui ont été prescrites et on réalise ensemble que le traitement est en fait un analgésique. Ma cliente est choquée. Elle pensait, avec ce traitement, pouvoir agir sur la santé de sa fille et la soigner. Et au final, son action n'était que partielle. Elle s'est sentie trompée et coupable. Pourtant, cette situation est complètement banale et récurrente. Comment se fait-il que les parents ne sachent pas de quelle famille de microbes vient l'otite, par exemple? Comment se fait-il que le traitement administré à l'enfant ne sert qu'à stopper les sensations de douleur, mais ne traite pas le problème de fond? Selon si le symptôme est viral ou bactérien, cela nous permet d'utiliser le bon remède. Sachez que la médecine allopathique n'a pas de traitement contre les virus, alors que la médecine des plantes, si. Par exemple,
L'huile essentielle d'eucalyptus radiée a une action antivirale. De plus, si je poursuis avec mon exemple, si on ne regarde que l'oreille, on ne peut pas faire grand-chose au niveau local, à part peut-être un cataplasme d'une décoction d'oignons par exemple. Par contre, on peut agir autour, grâce notamment au lavage des sinus avec un rhino-horn taille enfant que vous pouvez acheter en pharmacie. D'ailleurs, je vous conseille vivement cet achat qui ne coûte quasiment rien et qui est utile dans les processus d'auto-guérison. On peut aussi soutenir le système immunitaire de l'enfant grâce notamment à un complément alimentaire, mais aussi des massages tout le long du dos et des pieds. L'avantage de cette expérience vécue par cette maman, c'est une ouverture très nette de sa conscience. Oui, le médecin traitant a permis un diagnostic et d'éloigner toute autre maladie grave. Donc c'est parfait. Cependant, la médecine allopathique est encore trop peu restrictive. Je sais qu'à présent, cette femme est en train de reprendre le pouvoir d'auto-guérison de sa famille entière et j'en suis ravie. L'autre gros frein à notre auto-guérison est la peur. Vous l'avez bien compris que hormones et immunité sont très liés. Ainsi donc, une sécrétion importante de cortisol, l'hormone de la peur, a un effet délétère sur votre maintien en santé et en guérison. Avoir conscience de son niveau de peur est vital. Et pour cela, je vous renvoie vers l'épisode numéro 11, les 10 clés pour éradiquer la peur de sa vie, dans lequel vous pourrez trouver des outils très concrets pour diminuer et supprimer la peur de vos vies. Au même titre que le fractionnement du corps, de la santé et des traitements, la peur est un outil parfait pour vous manipuler et vous retirer votre libre arbitre et votre libre choix. N'oubliez jamais cela. En supprimant la peur lancinante de vos vies, vous redevenez libre. Dans la continuité de la peur, il y a le stress. Disons simplement que la peur est le plus haut niveau du stress sur une échelle d'évaluation. Aussi, si nous devons être à l'écoute des peurs qui nous accaparent notre esprit et notre corps, nous devons également repérer toutes les formes de stress qu'il existe en nous. Car oui, il n'y a pas un seul stress, mais bien des stress. Et c'est à cela que nous devons être attentifs et attentives. Car un stress chronique se transforme en peur, qui devient ensuite notre réalité quotidienne et qui nous immobilise sur place. Prendre soin de notre système nerveux revient à renforcer notre capacité d'auto-guérison et à la rendre plus efficace. Partez donc à la chasse au stress. Voyez comment il s'exprime chez vous. Ont-ils lien avec une émotion, avec un bruit, une situation, une personne, etc. Agissez ensuite sur ce déclencheur, tout en pratiquant des exercices qui abaissent le niveau de stress, apaisent le système nerveux et permettent au système nerveux parasympathique d'être en activité. Vous savez, la partie du système nerveux qui a pour rôle d'inhiber, de ralentir le corps, le cœur et l'esprit. Le système nerveux parasympathique travaille essentiellement la nuit. C'est donc la nuit que notre système d'auto-guérison est le plus à l'œuvre. Mais le système nerveux parasympathique est aussi actif dans tous les états modifiés de conscience, que ce soit au cours de méditation, de relaxation guidée, d'exercices de respiration ou les pranayamas en yoga, les étirements doux, conscients et prolongés, et aussi au cours de l'orgasme sexuel et les périodes d'émerveillement. Voyez encore là comme tout est lié. Alors que je vous évoque le traitement et la prévention du stress, je vous parle du système nerveux et de conscience. Se débarrasser du stress et de la peur est un devoir de bien commun. D'abord pour soi, mais aussi pour notre entourage proche et les autres d'une façon générale. Et voilà les belles âmes, merci pour votre écoute. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode sur retrouver son pouvoir d'auto-guérison au mois de juillet, exactement le 13 juillet avec la pleine lune de ce beau mois d'été. En attendant, prenez soin de vous. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.